Après 40 jours de jeûne et une semaine sainte bien remplie, la communauté catholique célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Veillées de prière et actions de grâce ont marqué la fête pastorale au Burkina et partout dans le monde. 300 villas annoncées au départ et à l'arrivée, seulement une centaine de bâtiments sortis de terre. La cité des forces vives de Koudougou est dans l'impasse plus de 3 mois après la commémoration du 52e anniversaire de l'indépendance. Entre retrait, vente illégale de parcelles et construction anarchique, les protagonistes s'entre-déchirent. Et puis du calcaire dolomitique désormais dans du ciment burkinabé. C'est un référentiel de production de la nouvelle cimenterie CIM Burkina. La certification a été accordée par le sous-comité technique de normalisation des matériaux de construction. Madame, Messieurs, bonsoir. Alléluia, le Christ est ressuscité. L'événement est commémoré ce 31 mars, dimanche de Pâques. La Pâques, la plus importante fête chrétienne, commémore la mort sacrificielle du Christ une fois l'an. Après 40 jours de pénitence dont le couronnement et la résurrection de Jésus, les églises, les temples et autres lieux de prière avaient la même ferveur religieuse et le même message que la lumière de la paix éclaire nos pays. Illustration à Ouagadougou avec Sié Sylvestre Da. L'Alléluia, chanté en cette nuit de la veillée pascale à la paroisse cathédrale de Ouagadougou, à la Rotonde, à l'église de Dassasgo et dans toutes les églises catholiques du monde entier, est la manifestation de joie des fidèles qui célèbrent la résurrection du Christ. La veillée, dite vigile pascale, commence par la liturgie de la lumière. Le feu et la lumière de Pâques sont allumés, puis la flamme transmise aux fidèles. C'est le symbole du passage du Christ des ténèbres à la lumière. Suivent la lecture de l'histoire du salut, extrait de l'Ancien et du Nouveau Testament. Viennent ensuite la liturgie baptismale et la liturgie eucharistique. Tous ces rites renferment le message de Pâques. L'Église invite tous les baptisés, tous les chrétiens et même leurs amis à la joie. Voilà, réjouissez-vous, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Nous sommes aimés par Dieu. Nous sommes aimés par Dieu. Et d'où l'appel, l'interpellation très forte. Nous sommes appelés à être les témoins du ressuscité. Et comment être les témoins du ressuscité? Tout d'abord, vivre sa foi. La foi est un don de Dieu que nous devons accueillir. Vivre sa foi sans complexe, sans respect humain. Et être vraiment de véritables, d'authentiques disciples du Seigneur Jésus ressuscité. Au cœur de la célébration, le baptême et la confirmation des adultes sont parlants. Ces sacrements réjaillissent sur l'ensemble de la communauté et rappellent à chacun les promesses de son baptême. Pour les fidèles, c'est un moment intense de prière et d'adoration au sortir de 40 jours de pénitence. Que cette résurrection du Christ nous donne la force de le suivre, de suivre ses pas, de suivre son exemple. Et pour qu'un jour aussi, quand nous allions mourir, nous puissions ressusciter avec lui. En tant que chrétien, parce que c'est le fondement même de notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais quand on croit que le Christ est ressuscité, alors on est sûr que notre Sauveur nous rachète. La veillée pascale met fin au temps de carême et partant à la semaine sainte qui avait débuté avec le dimanche des rameaux. Elle ouvre en même temps le temps de Pâques qui va durer 50 jours. 50 jours pour fêter la victoire du Christ sur la mort. Aux côtés des séminaristes et fidèles du grand séminaire Saint-Pierre-Claver de Koumi, deux personnalités venues célébrer la résurrection du Christ, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Une veillée de prière pour que le Christ ressuscité soit source de grâce et de bénédiction innombrables pour le Burkina Faso. Veillée pascale à Koumi avec Sanoua Christine Koulibaly. De la lumière qui a donné le ton à cette veillée pascale à l'église du grand séminaire Saint-Pierre-Claver de Koumi, suivie de celle de la parole. Cette dernière a jeté un regard sur l'histoire du salut de l'Ancien Testament au Nouveau, couronné par le sacrifice suprême accordant à l'humanité la rédemption. Nous sommes réunis au cœur de cette nuit pour célébrer le grand mystère de notre salut, la victoire de l'amour plus fort que la mort. Le Christ met en déroute le monde des ténèbres en introduisant tous ceux qui croient en lui dans le monde.
Dieu a réalisé un miracle inouï. Il a vaincu notre dernier ennemi, la mort. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Aux côtés des séminaristes et des fidèles chrétiens de Koumi, situés à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, deux invités surprises venus célébrer avec eux la résurrection du Christ. La fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection, c'est la réconciliation de l'homme avec son Créateur. Et je crois que cela est important. Pâques appelle au pardon, Pâques appelle à la tolérance. Et depuis plusieurs années déjà, quand Dieu m'en donne la force et la grâce, je célèbre la fête de Pâques au grand séminaire de Koumi. Ils sont là avec, bien sûr, leurs problèmes de fonction, leurs responsabilités politiques, mais ils sont là aussi avec leurs problèmes personnels et familiaux. Alors, au cours d'une célébration comme celle-ci, on prie pour tout cela, afin que le Seigneur les aide dans leur vie privée comme dans leur vie publique. La liturgie baptismale et eucharistique était également au menu de cette veillée pascale, printemps de la Renaissance et du retour de la lumière après 40 jours de pénitence. Vous êtes nos témoins, c'est par ce message que l'Église apostolique accueille la résurrection du Christ. Depuis le 27 mars, l'Église tient sa convention nationale qui s'est achevée ce dimanche de Pâques. Prières, louanges et consécration de pasteurs ont marqué les 5 jours de la convention de l'Église apostolique. Boukari Ouedraogo. En cette journée de commémoration de la résurrection du Christ, du côté de l'Église apostolique, l'heure est à la convention. Une convention nationale qui a réuni plus de 6000 fidèles venus de différentes régions pour entendre les messages et les prédications des serviteurs de Dieu. L'intérêt de cette convention, c'est vraiment de motiver les fidèles à partager l'amour de Dieu autour d'eux. De ne pas garder les bénédictions, les bonnes choses qu'ils reçoivent du Seigneur, mais de faire connaître à d'autres cet amour, cette bénédiction, en témoignant de ce qu'ils vivent avec Dieu chaque jour. Bientôt 50 ans que la convention s'est inscrite comme un rituel dans la vie de l'Église apostolique. Et comme à chaque édition, prières, louanges et adorations viennent davantage édifier les fidèles qui se voient du coup renouvelés et restaurés dans leur vie chrétienne. Nous croyons que Dieu veut encore amener l'Église une fois encore accomplir sa mission sur terre, que de permettre au règne de Dieu de s'établir ici-bas, afin que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Déjà 5 jours que dure cette convention nationale de l'Église apostolique du Burkina, une convention qui a vu aussi la consécration de nouveaux pasteurs, désormais prêts à faire l'œuvre de Dieu. Vous l'aurez remarqué, la ferveur religieuse tient toutes ses promesses dans les lieux de culte au Burkina. Mais qu'en est-il de l'ambiance dans les rues et en famille? Nos reporters ont promené leurs caméras dans la ville de Ouagadougou. Et le constat qui se dégage, c'est que l'ambiance n'est pas celle des jours de fête, nous disent Kadi Ouattara et C. Sylvestre. L'ambiance est morose dans les rues de Ouagadougou en cette matinée de la célébration des Pâques. La plus grande fête chrétienne n'occasionne pas une animation des jours de fête qu'on connaît de la capitale burkinabé. Les commerces sont fermés, les artères sont quasiment désertes, c'est le calme plat. Dans les églises, par contre, la bonne ambiance règne. Ici, à l'église apostolique de Tanguin, la résurrection du Christ est fêtée dans la ferveur religieuse. Après les chants, la prière et les louanges, place est faite à un repas communautaire, question de fraterniser. À la paroisse de Dapoya, la célébration eucharistique du matin de Pâques est achevée. Au-delà de l'aspect festif, les prêtres invitent les chrétiens à toujours entretenir et raffermir leur spiritualité. Ça donne de joie et inviter aussi les chrétiens à rester sur la montagne de la résurrection. Il ne faut pas redescendre
Pâques n'est pas un signal qui marque la fin des efforts. Au contraire, on a fourni des efforts pendant 40 jours. On doit tout faire pour renforcer les acquis engrangés pendant ces 40 jours-là. Au sortir des églises, beaucoup de fidèles et leurs proches préfèrent fêter en famille. Ici, dans la famille Ouedraogo à Koulouba, on s'affaire afin de réserver un accueil chaleureux aux invités. Autour de la grand-mère, les petits-enfants apprêtent le repas tout en profitant de ses conseils et de ses bénédictions. À ce qu'on sache pas que c'est la souffrance de Jésus et après la résurrection de Jésus, donc on va fêter ça parce que notre bon Dieu s'est ressuscité. Donc c'est une joie pour nous de fêter ça en famille. La fête pascale n'est donc pas celle des embouteillages, de la course aux emplettes et des grandes animations. Elle est plus mobilisation sur le plan spirituel avec un accent mis sur la pénitence et la solidarité agissante vis-à-vis des plus démunis. Justement, place Saint-Pierre de Rome, le pape François tenait sa première messe de Pâques suivie de sa première bénédiction Urbi et Orbi, un baptême de feu empreint de singularité et présenté comme un test de popularité. 200 000 fidèles étaient amassés au pied du balcon de l'église où le pape François s'est exprimé uniquement en italien. L'Afrique a occupé une grande place dans ce message de paix du pape des pauvres. Un panel, une communication qui a rappelé le devoir d'implication et de contribution de chacun dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale à travers le dialogue et la tolérance. Salinana. Les panélistes à cette journée du souvenir de la promotion des droits humains et de la démocratie ont tour à tour insisté sur l'intérêt du dialogue et de la tolérance dans toute action de recherche de la paix. Je ne peux pas construire ce que j'ai appelé le vouloir vivre ensemble. Donc je pense que quels que soient les acteurs, nous sommes 100 000 fonctionnaires au Burkina Faso sur 16 millions d'habitants. Mais ces fonctionnaires-là peuvent aussi, même si c'est une minorité, mais une minorité qui a la force nécessaire pour se faire entendre, se faire respecter, pour se faire écouter. Et si on trouve les bonnes formules, je pense que ces 100 000-là peuvent impacter positivement sur les 15 millions 900 000 qui restent là, dans le sens de nous respecter mutuellement, parce que tout commence par ça, s'écouter, se respecter, et permet effectivement la cohésion sociale, l'amour les uns pour les autres, comme on le dit. Après des échanges riches, les participants à ce panel disent mieux comprendre les notions de cohésion sociale, de tolérance et de la paix. Les différentes communications nous interpellent toutes, surtout en tant que première responsable au niveau de nos différentes structures. En tout cas, cultiver la communication au sein de nos structures pour éviter les conflits sociaux qui naissent généralement à partir des individus mal intentionnés pour un peu s'élargir par la suite. Pour le ministre des Droits humains et de la promotion civique, le bilan de cette journée est satisfaisant, mais il ne compte pas s'arrêter là. Des efforts sont à poursuivre pour consolider les acquis. Il ne s'agit pas de travailler de manière isolée, chacun de son côté, mais de voir quelle est la synergie à mettre en œuvre pour travailler ensemble et atteindre ces objectifs. Et vraiment, je dois dire qu'aujourd'hui, la mobilisation au niveau de ce panel est pleine, elle est satisfaisante et nous pensons avoir atteint nos objectifs. Cette journée du souvenir de la promotion des droits humains et de la démocratie s'est achevée par un dasandaga qui a permis de montrer les produits agroalimentaires de la localité. À Gawa, la réflexion est aussi menée sur les thèmes de la journée nationale du souvenir. Les communications sont soutenues par une projection de films sur le génocide rwandais, une manière d'heurter les esprits afin de consolider le respect des droits humains et de sensibiliser sur les valeurs de cohésion sociale. Sébastien Zongo. Histoire d'une haine manquée revient sur les affrontements intercommunautaires au Burundi de 1993. Le massacre entre Hutus et Tutsis qui a suivi l'assassinat du président d'alors, Melchior Ndadaye, une histoire vécue à 12 ans par l'auteur du film, projeté en cette journée nationale consacrée au souvenir, à la promotion des droits humains et à la démocratie au Burkina. De façon générale, lorsque l'on vit la paix, il est difficile d'intérioriser ce qui se passe ailleurs.
qu'on voit la réalité à travers les images des organes de presse. Alors, voir ces images-là, pour quelqu'un qui a vécu cette réalité, c'est donc dire que nous traduisons, en fait, nous interpellons les consciences. Autre acte de la journée, un panel développé par 2 conférenciers sur le thème de la journée, respect des droits humains et cohésion sociale au Burkina, quelle synergie d'action entre les organisations de la société civile et les organismes étatiques. Une synergie qui implique aussi chaque citoyen au regard de la perte de certaines valeurs. Vous pouvez avoir des funérailles dans un quartier où les gens pleurent et dans un autre quartier voisin, des gens organisent une fête, ils se réjouissent. Et quand je vois ça, ça me fend le cœur. On n'a jamais fini d'appeler à la paix, à la cohésion sociale. Et nous, particulièrement dans la région du Sud-Ouest, vous avez suivi les événements. Ça nous interpelle, ça nous force à faire une introspection. Et chacun doit apporter sa pierre à la construction de la paix, à la cohésion sociale. C'est depuis 2003 que le ministère en charge des droits humains commémore la journée du 30 mars sous le signe de la promotion et de la protection des droits humains au Burkina Faso. Voilà, vous l'aurez rectifié, il s'agissait plutôt d'un film burundais qui a été donc diffusé à Gawa. Objectif 2020 maintenu, c'est l'une des recommandations qu'il faut retenir de la réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO. À cette échéance, la monnaie unique en Afrique de l'Ouest devrait voir le jour. Un réseau parlementaire a été mis en place pour la mise en place justement de l'ECO. Ce réseau a vu le jour à Ouagadougou. C'est un reportage de Ibrahim Guigma. Les travaux ont duré une semaine. Entre communications et plaidoyers, les députés du Parlement de la CEDEAO ont accordé leur violon sur l'essentiel pour accélérer le processus de création d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Nous sommes arrivés à adopter les statuts qui vont porter sur les fonds baptismaux le réseau des parlementaires pour la création de la monnaie unique. Il y a également que nous avons pu mettre en place le bureau qui est composé de 10 personnes. Au-delà de ça, qui était vraiment l'objectif final de ces journées-là, il y a aussi que nous avons pu faire ressortir des recommandations assez fortes. Le réseau interparlementaire sur la monnaie unique en Afrique de l'Ouest mis en place, son bureau installé, on pense déjà à l'orientation qu'il faut donner aux actions pour être efficaces. Nous avons déjà en idée, comme je l'ai dit, de lancer ces idées de sensibilisation. Le lobbying sera fait vers les chefs d'État, vers les gouvernants, vers les responsables de structures communautaires comme les présidents de commission CEDEAO, les responsables de la CEAO et de l'UEMOA et consorts, pour que chacun prenne conscience de la nécessité que ça aille. Le fait que 8 pays membres de la communauté aient déjà en partage le franc CFA est un avantage dans la création de l'ECO, la monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Il reste donc à harmoniser avec les pays où les échanges se font en Naira, en Léone ou en Cedi. La session du Parlement de la CEDEAO s'ouvrira en mai prochain à Abuja au Nigeria et à coup sûr, cette question de la monnaie unique reviendra sur la table des débats. Le ministère des Mines et de l'Énergie veut réglementer le secteur des carrières. C'est un secteur porteur de l'économie nationale. Les opérateurs privés qui s'y intéressent ont été invités à se familiariser aux différentes réglementations qui régissent le secteur des carrières. Boukari Ouedraogo. Sous l'impulsion de la Direction générale des carrières, les opérateurs privés qui mènent des activités liées à la mobilisation des agrégats, comme le granit, le calcaire, la latérite pour la construction des immeubles, des routes et bien d'autres réalisations, veulent désormais parler d'une seule et même voix. Mais avant, tout passe par la connaissance de la réglementation qui régit ce sous-secteur des carrières. Si on arrive à développer ce sous-secteur, je pense qu'on sera beaucoup moins dépendant du ciment, parce qu'actuellement toutes nos constructions là, c'est essentiellement par des briques en ciment. Or, nous avons des matériaux qui nous entourent,
que l'on peut utiliser vraiment à bon escient. Cette rencontre première du genre a aussi pour ambition de permettre au ministère des Mines et de l'Énergie d'avoir à ses côtés un interlocuteur et un partenaire afin de faciliter le dialogue sous-sectoriel et favoriser la promotion et le développement de l'exploitation des substances de carrière. Par ailleurs, le représentant du ministre en charge des Mines a souhaité que cette rencontre soit le socle d'une collaboration fructueuse et durable pour une contribution du sous-secteur des carrières à l'économie nationale. La norme nationale sur le ciment révisée. La requête est de CIM Burkina qui veut ainsi se mettre en phase avec les nouvelles technologies. Désormais, le ciment Made in Burkina aura comme ajout le calcaire dolomitique. Le feu vert vient d'être donné par le sous-comité technique de normalisation des matériaux de construction. Les explications de Aboubakar Sagno. Des récents travaux du comité technique de normalisation des matériaux de construction, il ressort que le calcaire dolomitique peut intervenir dans la fabrication du ciment au Burkina. La révision de la norme nationale du ciment adoptée par ces experts donne carte blanche à la future cimenterie dénommée CIM Burkina pour intégrer ce matériau dans la fabrication de son ciment. Cette norme est un document scientifique. Donc vous convenez avec moi qu'elle doit être révisée pour suivre l'évolution des sciences et des techniques. La deuxième raison est de permettre à CIM Burkina d'avoir un référentiel de production normalisé au niveau national. C'est une longue démarche qui a duré plus d'1 an et aujourd'hui, tous les cimentiers du Burkina peuvent profiter de cette norme pour utiliser du calcaire dolomitique, qui est un matériau nouveau. Pour valider la nouvelle norme du ciment au Burkina Faso, la rencontre de haut niveau a réuni des techniciens de l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina, des experts du domaine du bâtiment et les différents opérateurs du ciment au Burkina, notamment Diamond Cement et CIM Burkina. Cette révision-là a été dictée par le souci d'intégrer des matériaux locaux, des matériaux, une matière qu'on trouve localement et en abondance qu'on intègre dans la composition du ciment. C'est quelque chose vraiment de valorisant. Et pour le pays tout entier, et tous les acteurs du génie civil que nous sommes. En 2014, CIM Burkina entrera en production au Burkina. La société a alors demandé la modification de la loi sur le ciment au Burkina en vue d'introduire le calcaire dolomitique dans sa fabrication. Pour fabriquer du ciment, il faut des matières premières. Il faut du clinker, c'est l'élément constitutif principal du ciment. Il faut du gypse et il faut des ajouts. L'ajout peut être un matériau qu'on peut trouver localement dans le pays. Et le choix de CIM Burkina s'est porté sur le calcaire dolomitique de Dandé, dans la région de Bobo-Dioulasso. Mais pour utiliser ce matériau dans la fabrication du ciment, il nous fallait l'autorisation de la direction de la normalisation. Parce que la norme actuelle ne prévoit pas l'utilisation de la dolomie dans la fabrication du ciment. Et pour cela, il fallait des arguments scientifiques. Nous avons donc fait des sondages sur le site, des sondages de 50 mètres de profondeur qui ont traversé la roche, vraiment dans une grande pureté. Une partie des échantillons ont été prélevés, environ 100 tonnes. Ils ont été envoyés dans l'usine du groupe Takoradi au Ghana, où nous avons fait un essai industriel. Le ciment produit à l'issue de l'essai industriel a été envoyé à Leimen, qui est un laboratoire du groupe Heidelberg Cement en Allemagne, au laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Burkina et dans des laboratoires des usines du Ghana. Les résultats des tests démontrent que la dolomie peut être utilisée pour fabriquer du ciment qui a la même performance que le ciment fabriqué au calcaire. La formule fait d'ailleurs recette dans bien de pays. Et les réserves dont dispose le Burkina au nord du Bobo-Dioulasso confortent CIM Burkina dans son choix. Derrière cette révolution technologique, ce sont d'ailleurs de milliers d'emplois qui vont être créés. Elle permettra de faire face au renchérissement du coût des matériaux importés. Ce calcaire dolomitique va apporter plus de qualité dans la production du ciment. Un béton ou un mortier fabriqué par ce ciment résiste pendant une très longue durée,
Ensuite, il va permettre le développement de la région où on l'extrait, c'est-à-dire la région de l'ouest du Burkina, la commune rurale de Dandé et le village de l'Anfierakoura. Il va apporter des emplois aux jeunes de la région et enfin, il valorise les ressources de notre sous-sol. C'est donc un pas de franchi pour la nouvelle usine de production du ciment au Burkina. Les matériaux ainsi que les techniques de construction évoluant, CIM Burkina veut être en phase avec cette évolution. Les autres acteurs ne sont pas en reste. Tous accordent un intérêt à la qualité des produits de construction et surtout du ciment. Mon ciment est content d'avoir participé à ça, parce qu'on avait besoin de cette norme depuis fort longtemps, puisque nous utilisons norme afghan, mais le fait que CIM Burkina a eu cette chance de nous faire participer, nous sommes tellement contents, parce qu'une usine sans norme, ce n'est pas une usine. D'ici là, nous allons commencer à appliquer. La nouvelle norme du ciment adoptée et avec son permis environnemental en poche, CIM Burkina a carte blanche pour entamer la seconde phase de son projet. La signature du contrat de construction de l'usine est intervenue le 17 décembre 2012 à Bruxelles entre CIM Burkina, son partenaire Heidelberg et la société chinoise Sinoma. L'entreprise chinoise se déploie déjà sur le site de la nouvelle usine pour sortir des terres une cimenterie répondant aux normes internationales. Et selon les termes du contrat, Sinoma devrait remettre les clés de CIM Burkina à ses promoteurs au plus tard en juin 2014. Donc, le nouveau ciment burkinabé aura donc comme ajout le calcaire dolomitique. Plus de 3 mois après la commémoration de la fête de l'indépendance à Koudougou, la cité des forces vives censée abriter les invités est toujours en chantier. Seulement une centaine de villas sont sorties de terre sur les 300 parcelles octroyées. Le délai expiré et le contrat non tenu par les promoteurs sont au cœur de la polémique. Une polémique exacerbée par des ventes illégales de parcelles et de constructions anarchique. Les protagonistes se dévoilent dans ce dossier signé Peggy Ouedraogo. Des villas de type F4, des duplex à l'architecture imposante, c'est le nouveau visage qu'offre la ville de Koudougou depuis le 11 décembre dernier. En plus des ouvrages divers, 360 parcelles ont été octroyées aux forces vives de la région du centre-ouest pour y faire naître des infrastructures modernes. 116 villas ont été mises à la disposition du comité d'organisation du 52e anniversaire de l'indépendance pour y loger des invités de marque. 3 mois après, dans la cité dite des forces vives, le constat est là. Certaines constructions sont en finition, d'autres par contre n'en sont qu'au début. Nous avons eu les instructions de M. le Premier ministre de continuer à superviser. Et à ce niveau, il y a 2 aspects. Le Premier ministre nous a dit, pour ceux qui ont eu quand même l'opportunité de commencer déjà les travaux, il leur est permis de continuer les travaux et ils ont le devoir de terminer d'ici le 30 juin 2013. Mais ceux qui n'ont pas du tout commencé, ils doivent donc satisfaire donc ces conditions. Ça veut dire qu'ils doivent payer la parcelle au niveau des services techniques avant de continuer donc les travaux pour que ça devienne leur propriété. Selon le gouvernorat, une centaine de parcelles est concernée par cet aspect. Les causes du non-respect des délais sont diverses et les promoteurs s'expliquent. Au début, bien sûr, on avait des problèmes d'eau parce que l'eau ne venait pas vraiment au temps opportun. Alors, mais par la suite, ça s'est régularisé. En secondo, c'était le problème de ciment. On ne pouvait pas accéder à sa parcelle parce qu'il y a la Lonea où l'ONACL avait plus ou moins fait des tranchées un peu partout. On ne pouvait pas accéder à sa propre parcelle. Donc c'était compliqué. Des difficultés qui ont du reste pu être dépassées et d'autres s'activent pour finir les travaux déjà entamés. Des promoteurs visiblement satisfaits de leur investissement et cela va de soi au regard des bâtiments achevés. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien l'occupation de ces bâtisses. Force est de constater que ça va être très dur. Réellement, ça va être très dur si les autorités ne se mêlent pas à la danse. Parce que je sais que nous vivons la situation, et d'autres régions également vivent la situation. Je ne suis pas convaincu qu'ailleurs, ils ont pu trouver une solution.
Mais peut-être qu'en conviant les uns et les autres autour d'une table, peut-être qu'on trouvera une solution. Des autorités également sollicitées cette fois sur le plan local pour l'obtention des permis d'habitation jusque-là provisoires. Maintenant que les gens ont fini, il faut que l'autorité puisse donner des permis aux gens pour les permettre, les opérateurs économiques, d'hypothéquer dans les banques et pour avoir quand même des sous et pouvoir investir ailleurs parce qu'ils ont investi, il faut qu'il y ait un retour. Quand tout sera construit, il faudrait qu'un point soit fait pour que la mairie, la commune, sache que dans telle zone, il y a eu tant de villages qui ont été construits pour que nous ayons la situation. Puisque, en principe, à la fin, il faut établir un PV d'attribution pour pouvoir situer qui est où avec les services techniques. D'autres difficultés sont soulevées par des propriétaires, des cas de vente illégale de parcelles et des cas de personnes indélicates qui construisent sur des parcelles d'autrui. Les opérations se feraient la nuit, des faits que nous n'avons pu vérifier. Nous savons que de toute façon, les parcelles sur la cité de Fort-Vive ne doivent pas être vendues et ne peuvent pas être vendues. C'est des parcelles de l'État au départ. Nous avons attribué, sur instruction des premières autorités, au privé, aux personnes qui en avaient les capacités pour construire, pour l'usage donc de ce 52e anniversaire. Celui qui a l'incapacité de construire, il doit donc nous informer pour qu'on puisse retrocéder à d'autres personnes ressources capables à Koudougou. En plein jour et en toute légalité, les travaux se poursuivent à Koudougou à l'image de la salle de spectacle et de l'amphithéâtre de l'université de la ville, dont les travaux d'exécution sont estimés à plus de 90%. Le monument de l'indépendance, appelé ici à Koudougou monument de l'espérance, a connu il y a quelques jours la pose de sa première pierre de construction et sera bientôt érigé ici sur la place de la Nation. Un concept qui se donne à découvrir dans la sous-région, celui de l'agriculture intelligente. En expérimentation depuis 1 an au Burkina, l'heure est maintenant à l'évaluation de cette agriculture ingénieuse qui allie rendement avec la maîtrise des changements climatiques. Le Mali, le Ghana, le Niger et le Sénégal étaient à l'école burkinabé pendant 48 heures pour tirer les leçons de la pratique de l'agriculture intelligente. Yolande Lompo. Appelé concept agriculture intelligente, l'agriculture harmonieuse ou ingénieuse avec la nature a été mise à jour après la problématique des changements climatiques. Derrière ce nouveau concept, il s'agit d'une agriculture qui assure à la fois la sécurité alimentaire tout en permettant aux producteurs de s'adapter et de préserver aussi les ressources naturelles pour les générations présentes et futures. Et ce type d'agriculture devrait permettre aux producteurs de garder les arbres comme on le fait dans l'agroforesterie et de protéger le sol contre l'érosion et donc de maintenir la ressource de production pour une durée plus longue. C'est l'agroforesterie au sens large du terme. C'est un ensemble de choses comme ça qui sont remis au goût du jour parce que c'est des techniques qui effectivement ne poursuivent pas seulement la production, le rendement uniquement, mais derrière le rendement, se soucient de comment les individus peuvent s'adapter au changement climatique qui est en train de s'opérer, mais en même temps continuer à préserver leurs ressources. En Afrique de l'Ouest, le programme a commencé depuis 1 an au Burkina Faso, au Ghana et au Mali. Le Niger et le Sénégal viennent de rejoindre le groupe et sont en phase de validation de leur plan de travail avec les partenaires. Ce programme est un programme des centres internationaux de recherche sur les changements climatiques. Pour ce qui concerne la région de l'Afrique de l'Ouest, le programme est basé à l'intérieur de l'ECRISAT, mais cette activité particulière, qui est l'activité sur la recherche, action participative, sur l'agriculture intelligente, est coordonné par le World Agroforestry Center, c'est le Centre mondial d'agroforesterie. Et cet atelier de 48 heures va leur permettre de faire le bilan de la campagne écoulée, de présenter les plans de travail des 2 pays entrants et de tirer les leçons afin d'apporter des solutions.
La Confédération paysanne du Faso a l'heure du bilan 2012 de ses activités, bilan jugé positif par les 14 fédérations fêtières nationales qui la composent. 90% des activités 2012 ont été menées et le bureau a reçu quitus de l'Assemblée générale pour exécuter son programme 2013. Oumou Sissé, Aboubakar Sagnon pour le reportage. L'année 2012 a été une année féconde pour la Confédération paysanne du Faso. Elle a pu collecter auprès de ses partenaires plusieurs millions de francs CFA pour la réalisation de ses activités. Au rang de celle-ci, l'organisation de plaidoyer auprès des décideurs, de voyages d'échange, de formation de ses membres et la restructuration des fédérations. Sur l'ensemble des activités programmées, 90% ont été réalisées. À travers cette assemblée générale, l'équipe dirigeante s'acquitte d'un de ses devoirs, rendre compte à ses membres de la gestion de la Confédération au titre de l'année 2012. L'année 2012, la CPF a eu à mobiliser de l'argent à son niveau et à mobiliser de l'argent aussi avec les partenaires et à mobiliser aussi de l'argent avec les programmes et projets étatiques. Donc avec toute cette mobilisation de fortes sommes, nous avons eu à mettre un certain nombre d'activités en place. Et ces activités-là, il est nécessaire qu'au 31 décembre 2012, nous devons faire le point à tous nos membres et à tous nos partenaires, leur montrer comment cet argent a été géré et dans quel domaine d'intervention cet argent a été mis. La Confédération est composée de 14 fédérations fêtières nationales. Elle a été créée en 2002 avec pour entre autres missions de défendre les intérêts des organisations membres de la Confédération et de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques agricoles. Fini la foire agro-silvo-pastorale et artisanale du Nord, 3 jours à Yako, où opportunités d'affaires et démonstrations d'ingéniosité ont rivalisé sur l'heure d'exposition. Un espace qui a fait place à la filière bétail, volaille, mais aussi à la technologie. Zoom sur quelques stands avec Drissa Seri. Sur l'aire réservée aux enclos, le taureau de Madame Sarambé force l'admiration. Rien à voir avec les espèces locales de bœufs rencontrées dans la région du Nord. Il a atteint des proportions exceptionnelles. Au nombre des vedettes de la foire, elle espère en tirer un juste prix. Elle évalue la valeur de sa bête à 800 000 francs CFA et dans ce sens, elle a reçu des propositions avoisinantes. Série sur le gâteau, elle a remporté le prix spécial du président du Faso dans la catégorie filière bovine. Si ce n'est pas à cause de la foire, je n'aurais jamais rêvé rencontrer le président du Faso. Mais voilà, il est venu me saluer et m'a remis lui-même le premier prix que voici. En tout cas, la foire a été une bonne chose pour moi. À côté de la filière bovine, la filière volaille s'est faite une place au soleil. Le groupement Nabos Wendes est présent à cette foire avec une trentaine de dindons. 45 000 francs CFA, c'est le prix moyen à payer pour s'offrir une dinde. Pour les producteurs, ce prix est rémunérateur parce qu'il faut 1 an et demi pour avoir un dindono et à ce prix, on peut s'en sortir. On se dit que c'est une filière, en tout cas, d'avenir. Parce qu'on constate qu'au pastoré, il y a quelques éleveurs qui sont là. Mais malheureusement, on les reconnaît, on ne les voit pas. Mais avec le groupement, bon, on arrive en tout cas à se faire voir et en même temps à faire valoir en tout cas la filière. Ici, c'est une pompe à pédales inventée par des ingénieurs suisses, fabriquée aujourd'hui par les artisans locaux au Burkina Faso qui est exposée. Cette technologie facilite l'irrigation pour les petits producteurs. Nous avons pensé à cette pompe, à ce vu aussi qu'ici, dans notre milieu ici, les gens cultivent beaucoup. Les gens là sont des grands producteurs d'oignons, des grands producteurs de tomates, mais les motopompes coûtent très cher, surtout le carburant. Mais ça, c'est technique et il n'y a pas une pièce qui peut garder sans que le producteur même parte chercher un ailleurs pour venir réparer. Le producteur même peut réparer la pompe elle-même. Comme trouvaille, l'association Planète Verte fabrique des foyers améliorés à base de matériaux de récupération. Baptisés cuisinières à bois économique, ces foyers réduisent la consommation de bois de 60% et participent à la protection de l'environnement. Avec un seul bois, il suffit de pendir seulement et on met les deux bois. Puisqu'à l'intérieur, on utilise la cendre. Voilà. Donc cette cendre permet de garder la même température que vous avez
mis sur les bois. En ce moment, si c'est bien chaud, vous sucerez l'autre bois et vous permettez le seul bois de cuisiner votre repas. Donc avec 2 bois seulement, ça vous suffit de cuire le repas correctement, quel que soit le repas. C'est l'un des stands où l'exposant peut se targuer d'avoir fait de bonnes affaires. Les visiteurs n'ont pas désempli tout au long des 72 heures. Cela en raison de la nature de cette technologie qui apporte des solutions aux préoccupations des populations du Nord. Sur l'aire d'exposition de la foire à Yako, la filière oignon était tout aussi bien représentée. Mais désormais, dans le centre-ouest, cette filière aura toute sa place pour un meilleur conditionnement. 3 hangars viennent d'être construits, de même que des producteurs formés aux méthodes de production et de conditionnement de l'oignon. Le PAFASP veut par ses actes contribuer au développement de cette filière, source d'emploi et de revenus non négligeables. Dossier signé Adama Koulibaly. Mise en œuvre depuis janvier 2007 par le gouvernement burkinabé grâce à l'appui de la Banque mondiale, le programme d'appui aux filières agro-silvo-pastorales PAFASP a pour objectif la promotion d'un secteur agricole productif et surtout compétitif. La mangue, le bétail viande, la volaille locale et l'oignon sont les principales filières de ce programme, dont la dernière, à savoir l'oignon, bénéficie d'un appui spécifique dans la région du centre-ouest et particulièrement dans la province de Boulkiemde. Dans le cas du PAFASP, l'oignon est l'une des filières ciblées. Et dans la zone du centre-ouest principalement, nous avons 2 organisations de commerçants d'oignons que nous avons pu mettre en interposition avec les autres organisations de commerçants au niveau national. Les appuis également vont au niveau infrastructure. Nous avons un comptoir d'oignons ici à Koudougou avec 4 relais dans les 4 grands bassins de production d'oignons au Sangui, notamment Tenado, Kion, Réo. Dans le cadre de cet appui, le PAFASP a aménagé l'ancien site composé d'un hangar de fortune en réalisant au profit de ces différentes organisations 3 hangars pouvant contenir chacun près de 700 sacs de 100 kg pour améliorer le conditionnement de l'oignon. Parce que le PAFASP a beaucoup fait pour la filière oignon. Parce qu'avant, nous avons des difficultés pour nous rencontrer et pour échanger. Et nous n'avons pas un porte-parole pour défendre les intérêts de l'oignon. Mais maintenant que nous avons mis ces 2 structures en place et l'interprofession, c'est par là que le professeur a eu le courage aussi de nous faire des infrastructures pour quand même que nous puissions remplir notre mission. Parce que dans le cadre de la commercialisation, nous, on était plein soleil et sans clôture et nous avons des problèmes. Mais avec le mur des infrastructures, pareil, nous sommes en sécurité et nos marchandises sont en sécurité. Concrètement, ça nous a apporté beaucoup de plus. Puisque avant, on exposait ça au soleil. Ça, déjà, ça ne nous arrange pas. L'oignon, c'est quelque chose, quand ça dure au soleil, ça se pourrit. Mais avec les hangars que nous, on a eu, on n'a plus de problème de pluie, problème de soleil. Donc ça fait que vraiment, ça nous a beaucoup contribué. Ça nous a donné beaucoup de plus. Depuis la réalisation de ces infrastructures, le tri et le stockage de l'oignon se font dans de meilleures conditions et cette activité représente une source de revenus pour de nombreuses femmes. Les femmes aussi qui nous aident ici, vous les voyez, elles sont nombreuses, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Si chacune se lève le matin, elle vient ici directement pour pouvoir ramasser et gagner ce qu'elle va gagner pour acheter du savon. L'organisation de cette filière, grâce à la sensibilisation des acteurs par l'État à travers le département à charge de l'agriculture, a permis à celle-ci de connaître un essor important. Ainsi, en 2012, environ 5000 tonnes d'oignons ont transité par ces structures vers la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il y a que, effectivement, nous avons contribué aussi à leur formation technique, qui a concouru effectivement à l'amélioration, en tout cas des techniques de production, et donc à l'amélioration de la production elle-même. Production sur le plan quantitatif. Et il y a aussi l'amélioration de la qualité du produit pour que, en tout cas sur le marché, il soit compétitif. Durant la période de trêve, ce comptoir, puisqu'il constitue le point de convergence des différents relais établis dans d'autres localités, ne désemplit pas selon le vice-président de l'interprofession et témoigne si besoin en était que l'oignon est une filière porteuse. La filière se porte bien. Parce que moi, je me rappelle, dans les années où j'ai laissé l'école, je me nourrissais de l'oignon. Et jusqu'à présent où je suis, je sais que ça a quand même multiplié et doublé, triplé. Ça veut dire que la filière nourrit son homme. Le programme d'appui aux filières agro-silvo-pastorales
œuvre aussi à la mise en place d'une collaboration producteurs-commerçants visant au renforcement de la filière oignon qui représente de plus en plus une source importante de revenus non seulement pour les acteurs de la région du Centre-Ouest, mais aussi pour ceux du pays tout entier. Les producteurs ont des préoccupations, les commerçants en ont, mais je crois que tout ça, c'est dans un but à percer le marché extérieur. Il faudrait qu'ils mettent ça ensemble et travaillent de sorte que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Les conseillers CDP offrent un second mandat à François Conseiga à la mairie de Saponi. Une continuité donc pour le maire investi ce samedi qui compte renforcer les acquis engrangés durant le mandat dernier. La cérémonie d'installation avec Nathalie Savadougou. Monsieur Conseiga François, présent. Au nom du gouvernement, je vous déclare ce jour officiellement installé dans vos fonctions de maire, président du conseil municipal de la commune de Saponi, avec tous les droits et devoirs liés à l'exercice de votre mandat. Ainsi en a décidé les 76 conseillers municipaux de la commune de Saponi. François Conseiga, réélu pour un mandat de 5 ans à la tête de sa commune, se dit maire de toute la population de Saponi sans distinction de bord. Il place son mandat sous le signe de la continuité et du renforcement des acquis déjà engrangés. Le programme qui est réservé à venir, c'est de consolider les actions et mettre l'accent surtout dans le domaine de la santé, secteur dans lequel nous n'avons pas pu faire beaucoup de réalisations au cours du mandat passé. Pour mener à bien son programme, le maire réélu peut compter sur ses conseillers. Allons quand même fournir des efforts pour quand même essayer de voir les besoins de la population et essayer de lutter avec tout le conseil municipal et entreprendre toutes les actions possibles pour quand même mener à bien la destinée de la commune. Et comme vous le savez, moi je suis de l'audiovisuel. Peut-être que le maire pourrait vouloir qu'on l'accompagne aussi dans ce domaine. Et s'il va peut-être s'agir de créer une radio municipale ou un organe pouvant permettre un meilleur contact entre le conseil municipal et la population, moi je serai tout à fait à ses côtés pour lui apporter au moins mes connaissances, si modestes soient-elles en la matière. La population sortie nombreuse témoigne son soutien au maire, attend beaucoup de lui sur tous les plans. Santé, éducation, infrastructure et culture. Dr Pato Daniel Kabouré, lui, hérite du Centre d'analyse économique et sociale laissé vacant depuis le départ de son premier responsable. C'est un retour à la maison pour le nouveau directeur exécutif qui a déjà fait ses classes au CAPES. Son installation est intervenue ce jeudi. Eleonore Yerbanga. C'est désormais le docteur Pato Daniel Kabouré qui devra conduire les rênes du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES. Il remplace à ce poste le docteur Émile Baskat Diala, aujourd'hui ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Après 8 ans passés à la tête du CAPES, le docteur Diala se dit satisfait des résultats obtenus et appelle tous les collaborateurs à l'union. Être sûr que vous associez vos collègues, ça c'est la clé de tout. Et être aussi, être bonne gouvernance. Si par exemple vous donnez l'exemple dans la gestion d'une structure, ça c'est important, ça donne le signal. Si vous-même vous êtes droit, ceux qui vous suivent là seront droits. Et au nouveau directeur exécutif en train de reconnaître les acquis engrangés par son prédécesseur et de s'engager à l'élaboration d'un programme pays. Nous sommes à un stade assez important de la vie du CAPES parce que nous sommes presque à terme par rapport à la phase 3. Donc il est question qu'on puisse effectivement mener les réflexions, qu'on puisse développer ce qu'on appelle le programme pays. C'est-à-dire c'est un programme qui va être plus grand que ce que nous connaissons aujourd'hui. On aura plus d'experts qui vont travailler au niveau du CAPES et on aura plus de domaines à embrasser. Le docteur Pato Daniel est le 3e directeur exécutif du Centre des politiques économiques et sociales depuis sa création en 2001. Ce samedi, en différé, les femmes du village de Villa, dans la commune rurale de Bingo, ont commémoré le 8 mars une première pour ces femmes à l'initiative de leur association. La cérémonie, placée sous le patronage de l'épouse du président de l'Assemblée nationale, a été ponctuée d'activités sportives et de loisirs. Compte rendu à Sylvain Vibamba.
À travers défilés, cours cyclistes et allocutions, il a été donné de savoir qui sont les femmes du village de Villa dans la commune rurale de Bingo et surtout ce qu'elles font. Le quotidien de ces dames ménagères et exerçant dans l'agriculture n'est pas du tout repos. Ce qui a motivé l'initiatrice de cette journée à rassembler ses sœurs dans une association. Et nous avons essayé d'approcher les femmes, d'apporter notre modeste contribution à leur épanouissement. Et en tout cas, les mots me manquent beaucoup. Sinon, je suis très contente. La patronne de la cérémonie, l'épouse du président de l'Assemblée nationale, à qui il a été demandé de plaider pour l'obtention d'une plateforme multifonctionnelle, l'accès au microcrédit et une maternité, tout en se montrant disponible à les accompagner, a surtout exhorté ses consoeurs à s'associer et approcher les structures existantes. Il faut reconnaître que c'est par leur engagement dans le mouvement associatif que les femmes pourront non seulement mutualiser leurs expériences, mais également trouver des partenaires techniques et financiers afin de booster leurs affaires. Nous devons aussi comprendre que le fonds d'appui institué par l'État pour encourager l'entrepreneuriat féminin nous place devant nos responsabilités. Désormais, c'est à nous d'être inventives, audacieuses, pour tirer le meilleur profit de ces opportunités. En attendant, celles qui se sont illustrées dans les compétitions organisées dans le cadre de cette journée ne sont pas reparties les mains vides. L'artiste musicien Kezi fait sa sortie discographique avec toi. Le titre de l'album est un condensé de 10 titres. L'amour, la morale, la paix et l'intégrité sont les thèmes chantés par l'artiste. La présentation de ce deuxième album de Kezi a été suivie d'un concert dédicace le 29 mars dernier. Présentation de l'album avec Frédéric Etienne Bassenga. Avec toi, c'est le nouvel album que l'artiste musicien militaire Kezi met sur le marché discographique. Constitué de 10 titres, cet opus aborde les thèmes relatifs à l'amour, à la paix et à l'intégrité. Fait de variété, Avec toi, le deuxième album de Kezi est surtout un hommage rendu à Dieu. Pour moi, Dieu, c'est pour tout le monde. Et demander à Dieu de bénir mon continent, c'est mon souhait le plus ardent parce que nous savons très bien que ça ne va pas dans ce monde. Et on sait aussi que Dieu a le dernier mot. Voilà pourquoi c'est ce titre vraiment qui me plaît très bien, voilà, qui m'emporte vraiment parce que je veux vraiment la paix pour mon continent et je veux la paix pour le monde entier. Et je demande à Dieu de s'aimer les graines de paix dans le cœur de tous les hommes. Enregistré en grande partie en live, Avec toi est un album dominé par le rythme traditionnel Bissa. À travers cet album, l'artiste valorise la culture burkinabé. On est fort quand on repart chez soi. Et pour moi, la musique traditionnelle, c'est propre à moi et je peux m'imposer, je peux donner des leçons à un étranger par rapport à ma musique personnelle à moi. Et sinon que si je fais une musique importée, certainement quelqu'un pourra peut-être me corriger mes erreurs. Mais quand je fais la musique de chez moi, je la perfectionne et je crois que c'est en perfectionnant, en forgeant qu'on devient forgeron. Avec des titres tels que J'ai demandé à Dieu, Avec toi, Ouaré ou encore Homme intègre, le sergent Caleb Zinsoni, alias Kezi, entend faire danser tout le Burkina Faso. 700 exemplaires de cet album sont déjà sur le marché et l'artiste compte dans les jours à venir augmenter ce chiffre. Fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Encore bonne fête de Pâques et très bonne suite des programmes sur la RTB. Bonsoir.